Dans la préparation, toujours dans la logique de la préparation du colloque qui aura lieu dans quelques jours, nous sommes le 3 décembre et le colloque a lieu le 13 décembre 2015 au Palace de la Chine, Palais de la Chine. Je voudrais compléter ce que j'ai dit hier à propos de ce manifeste qui devrait servir de mode d'emploi, de guide pour le déroulement de nos réunions, celles du 13 décembre et puis celles qui viendront ensuite, je l'espère, régulièrement, peut-être même mensuellement, à savoir qu'il nous faut établir préalablement, je dirais, une liste de tous les facteurs dont on doit considérer les configurations possibles, sans en oublier aucune. Donc il faut lister tous les facteurs, les planètes, les étoiles, les aspects, les mi-points, les nouvelles planètes, n'importe quoi, de façon à ce que, lorsqu'on a une équation à résoudre comme celle de 2001-2015, n'est-ce pas, voilà, en disant voilà, il y a deux événements majeurs, marquants quelque part, et qui ont lieu à l'opposé l'un de l'autre, n'est-ce pas? Début Gémeaux en 2001 et début Sagittaire en 2015, soit la moitié d'un cycle de Saturne, eh bien, il faut savoir quels sont les outils que l'on va considérer. Alors, évidemment, il serait assez logique d'ailleurs de considérer justement le rôle de Saturne. Mais ce n'est pas l'objet là de mon intervention. Mon objet, c'est tout simplement de lister la totalité des configurations possibles, de ne pas extrapoler, dire une configuration, c'est une configuration. Ce qui est vrai pour une configuration n'est pas forcément généralisable à l'ensemble des configurations. Ce qui est vrai pour un facteur n'est pas généralisable à l'ensemble des facteurs. Donc nous allons avoir donc là une liste extrêmement touffue de facteurs à considérer. Mais bien évidemment, à la différence des praticiens de l'astrologie, cette liste-là n'est pas contraignante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle ne s'impose pas à l'astrologue dans sa globalité, dans sa totalité. Au contraire, il faudra piocher dans cette liste pour dégager des configurations pertinentes. Et donc sur une liste qui peut être considérable, comme on dit, la montagne va peut-être accoucher d'une souris, il va peut-être simplement ressortir quelques configurations. Et ce sont ces configurations-là qui seront le fer de lance de l'astrologie du XXIe siècle. Et les autres elles resteront dans une sorte de purgatoire, et on ne les utilisera pas, en tout cas au niveau, en tant que grille fondamentale de l'astrologie, on ne les utilisera pas jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que précisément on ait pu valider d'autres configurations dans des conditions qui soient suffisamment significatives, c'est-à-dire on part d'une série qui existait en tant que telle, et pas sur le plan astrologique, mais qui existe en tant que telle d'un point de vue psychologique, sociologique, historique, et ensuite on regarde si cette série, les moments de cette série, puisqu'on est dans le domaine de la chronologie, si les moments où cette série se manifeste sont liés à une même configuration qui se répétait, configuration céleste, se répétant en parallèle avec la configuration, je dirais, terrestre, qui nous sert de point de départ. On ne peut pas, autrement dit, étudier un phénomène isolément. On doit étudier deux phénomènes au minimum, et d'un autre côté, on doit étudier une configuration, c'est-à-dire aussi deux facteurs au minimum qui vont être configurés. Donc on est dans une astrologie de la dualité, de la double dualité, dualité des phénomènes à étudier et dualité des configurations qui elles-mêmes doivent comporter deux facteurs pour se combiner. Voilà. Donc là, on est sur des bases qui, à mon avis, sont saines, et on a une approche que j'appelle cartésienne, c'est-à-dire on n'accepte rien qui ne soit pas passé par ce crible, par ce cahier de charge,
Et bon, bah, finalement, si d'autres astrologues veulent par ailleurs utiliser la totalité de cet ensemble absolument gigantesque, c'est leur problème. On est dans ce que j'ai appelé l'astromancie. C'est-à-dire, l'astromancien, lui, il a besoin d'un grand nombre de facteurs, il regarde le ciel à un moment donné, comme en astrologie horaire, il regarde le ciel, puis voilà, il regarde tout ce qui se passe, et ça lui parle. Mais ça, ce n'est pas le genre de recherche astrologique que je suggère. C'est pour ça que j'aime bien l'astrologie horaire, parce qu'au moins, elle dit bien ce qu'elle dit. Voyez-vous, elle ne se mélange pas avec l'astrologie génétriaque de la naissance, qui est celle qu'a mis en évidence de façon au niveau de la validation Gauquelin. Elle dit dès le départ que le point de la naissance n'est pas un moment important, et que ce qui est important, c'est le tirage, c'est-à-dire le moment où le client, où le praticien veut dire des choses avec l'astrologie. Et bien à ce moment-là, bon, il regarde le ciel, si c'est probablement le moment de la consultation, par exemple, le moment où on l'appelle, enfin peu importe, au moment où on prend contact, donc là encore binarité entre le client et l'astrologue, au moment où on prend ce contact, mais à ce moment-là, on regarde tout ce qui se passe dans le ciel et on en tire des enseignements. Ce sont des façons de travailler très différentes et il est bon de les distinguer parce qu'elles ne relèvent pas de la même épistémologie, elles ne relèvent pas des mêmes méthodes et elles cohabitent au sein de la communauté astrologique, mais je dirais d'une certaine manière que cette astromancie est féminine en quelque sorte, et que le système que je propose, la méthodologie que je propose est masculine. Donc on est dans le yin et le yang, si vous voulez. Mais il faut que la partie yin, qui actuellement est extrêmement développée, extrêmement dominante, laisse de la place à la partie yang, qui est effectivement le parent pauvre actuellement. Voilà.